Amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver dans cette édition spéciale. Nous parlerons aujourd'hui du dossier Carlos Adouano avec le détournement de 4 milliards de francs CFA à la Direction Générale des Impôts. Vous le savez, Carlos Adouano, désormais ancien régisseur central de la Direction Générale des Impôts et son employé occulte, Blaise Salanon, ont écopé de 30 années de prison ferme et 2 milliards d'amendes chacun. Une sentence à la hauteur du crime. Restez avec nous pour la suite. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Le procès relatif à l'affaire disparition de 4 milliards à la régie centrale de la Direction Générale des Impôts, ouvert à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREET, le lundi 20 janvier 2025, a pris fin le jeudi 23 janvier 2025 à Cotonou avec une sentence de 30 ans de prison ferme et une amende de milliards. Je vous invite à suivre cet élément qui retrace le film en miniature du dossier, un élément réalisé par la rédaction et qui porte la voix de Faouzia Sefou. Inscrit comme premier dossier à la Chambre de jugement des infractions économiques pour l'année judiciaire 2024-2025, le procès de Carlos Adouano, contrôleur des impôts et ex-régisseur de la Direction Générale des Impôts, a connu son dénouement. Accusé de détournement de deniers publics, Carlos Adouano et ses co-accusés sont désormais fixés sur leur sort. L'affaire remonte à septembre 2019, lorsque, en quittant le Bénin, Carlos Adouano a laissé derrière lui des éléments de preuve accablants attestant de son implication dans le détournement de fonds important au sein de la Direction Générale des Impôts. Arrêté le 11 septembre 2020 à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, il a été extradé au Bénin avant d'être présenté au procureur spécial près la Criette, puis placé en détention provisoire à la prison civile d'Apro-Misrété. À l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, la police fait un contrôle de routine à l'embarquement. Les policiers découvrent qu'un homme, recherché par la police internationale, est sur le point d'embarquer. Après une vérification d'identité, il sera interpellé. Il aura fallu attendre 2025 pour que cette affaire connaisse son épilogue devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CREET. Après plusieurs jours de procès et sur la base des éléments retenus contre les accusés, la justice béninoise a condamné Carlos Adouano et son féticheur Blaise Salanon à 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une amende de 2 milliards de francs CFA chacun. Blaise Salanon. Il serait un jeune acteur politique, membre du parti de Valentin Roudet, ancien questeur à l'Assemblée nationale. Blaise Salanon est interpellé par la justice, accusé de complicité de détournement de deniers publics, recel et association de malfaiteurs. Il sera placé en détention à la prison civile de Misrété. Les enquêteurs le mettent sur écoute. Depuis la prison, il passe à des instructions afin de récupérer une somme de plus de 60 millions de francs planqués à son domicile. La police file son émissaire et met la main sur le paquet. Blaise Salanon fait de surprenantes révélations. Il confie aux enquêteurs qu'il ne connaît pas Carlos. Il serait ami au grand-père du régisseur. Il soutient qu'il était à Boyicon quand Carlos est venu le voir avec son véhicule, confiant qu'il avait des ennuis et qu'il devait rapidement se rendre à Lomé. Connaissant son grand-père, il accepte de l'aider. Fin de l'histoire. Où est passé tout l'argent? Mystère. Mais Blaise Salanon faisait parler son cœur à Abomey. Dons dans des orphelinats, dons de kits scolaires,
soirée à l'intention des artistes. Le jeune marabout passe pour un mécène, un acteur politique qui pendant plus d'1 an va afficher un luxe insolent et un train de vie hors du commun. Garde du corps, véhicule de luxe, il fait même des dons au nom du chef de l'État. Quant à Mac Salanon, il a écopé de 7 ans de prison ferme et d'une amende de 2 millions de francs CFA. Leurs biens ont été saisis et ils sont tenus de verser solidairement plus de 7 milliards de francs CFA à l'État au titre de dommages et intérêts. Toutefois, faute de preuves suffisantes établissant leur culpabilité, la criette a prononcé l'acquittement d'autres prévenus, notamment l'ancien directeur de la gestion des ressources, Lambert Ablé, ainsi que Gisèle Salanon, Victorine Hounou, Paul Edo et Romain Ahouessou. Ce verdict rendu le jeudi 23 janvier 2025 marque une étape importante dans la lutte contre la corruption au Bénin. Il a suscité un vif intérêt au sein de la population et relancé le débat sur la transparence et la gestion rigoureuse des ressources publiques. Si cette condamnation constitue un signal fort, la lutte contre la corruption demeure un défi majeur. L'affaire Carlos Adonwano met en lumière l'importance de la responsabilité et de la transparence au sein des institutions publiques. Sa condamnation pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans la gouvernance publique au Bénin, mais beaucoup reste à faire pour éradiquer totalement ce fléau. La sentence est-elle à la hauteur du crime? La question reste ouverte. L'affaire a éclaté en septembre 2019 lorsque l'administration fiscale s'est vue incapable d'honorer un chèque de 200 millions de francs CFA. Cette anomalie a donc déclenché une série d'investigations internes révélant un déficit de 4 milliards de francs CFA dans les caisses sous la responsabilité de Carlos Adonwano. Nous recevons à présent Jules Léandre Kitty. Jules Léandre Kitty, bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. Vous êtes analyste politique. Tout à fait. Alors, affaire Carlos Adonwano avec la disparition de 4 milliards de nos francs et la sentence de 30 années de prison et 1 milliard d'amende, quelle est votre appréciation? Mais je trouve que c'est déjà bien qu'il y ait eu enfin un procès qui est allé jusqu'au bout. Parce que lorsqu'il y a de ces choses qui arrivent dans la société et que la communauté, le peuple a été informé de ce qu'il s'est trouvé un citoyen pour décider, faire le sale choix de mettre le grappin sur ce qui appartient à toute la communauté, les deniers publics, et dans l'ordre de ce montant-là, 4 milliards et plus, pour un individu et surtout un jeune, ça fait froid dans le dos. Et des populations qui triment dans leur coin, dans leur périmètre d'influence, se disent, mais bon, il y a de l'argent qui appartient à tout le pays, qu'on permet à certaines personnes de mettre dans leur poche, de confondre avec leur patrimoine. Mais lorsque la justice se saisit du dossier, lorsque les mises en cause et le principal mise en cause a pu être interpellé, même dans sa fuite hors du pays, et ramené pour subir un procès régulier, ça satisfait déjà la population. Donc je trouve que c'est très bien qu'il y ait un procès, parce que je suis de ceux qui pensent que ce qui permet à une société de ne pas tomber dans la barbarie, c'est encore l'existence de l'appareil judiciaire et qui fonctionne bien. Deuxième satisfaction que j'ai, c'est que on a pu juger l'intéressé. Il a été condamné à 30 ans de prison avec plus du milliard à verser dans les caisses de l'État. Je pense que c'est une sentence qui est suffisamment lourde. 30 ans de prison, c'est pas donné à n'importe qui, hein, mais je ne souhaite pas moi même 1 mois de prison à quelqu'un. Donc, je pense qu'il mérite cette sentence-là, cette décision de la criette. Je pense qu'il n'a pas été seul à être condamné. Son ami assistant de féticheur, qui, lui, sans rien fait, réceptionnait l'argent du pays comme si c'était des fruits de maraudage entre les deux. Eh bien, il se les partageait, il les distribuait sur des comptes, il construisait les immeubles comme il voulait. C'est tellement qu'il narguait d'autres citoyens qui n'avaient pas la chance d'avoir ces moyens-là. Je pense que c'est, du point de vue pédagogique, c'est une très bonne chose. Alors, est-ce à dire que la sentence est à la hauteur du crime?
absolument, la sentence est à la hauteur du crime. Je pense que je suis même tenté de dire, mais on aurait pu corser plus que ça. Parce que lorsque les jeunes se plaignent de ce qu'ils n'ont pas d'emploi, les jeunes se plaignent de ce qu'on ne leur donne pas des responsabilités, et qu'un jeune, comme ça, on lui donne une lourde responsabilité alors qu'il a été formé pour bien faire son travail, et qu'il choisit, lui, de démontrer qu'il n'a que des compétences techniques et qu'il n'a pas de compétences morales, il détruit l'image de la jeunesse. Et d'autres jeunes peuvent être pénalisés pour ça, parce que des gens de sa génération, de sa promotion, peuvent espérer légitimement accéder à des postes de responsabilité dans l'administration des impôts, par exemple, ou dans d'autres secteurs. Et on va soulever des questions du genre, des cas du genre, pour dire, mais vous n'êtes pas encore mature. Et l'autre chose qui me fait dire que la sentence est à la mesure donc de la forfaiture commise par Douaneau, eh bien, c'est que quand vous prenez 4 milliards, imaginez combien de fois, à combien de jeunes vous pouvez, par exemple, l'État peut, par exemple, octroyer 500 000 francs seulement pour lancer une affaire et avoir l'autonomisation financière. C'est énorme. Et donc, lorsque Douaneau met le grappin sur 4 milliards et les distrait comme il veut, c'est qu'il est en train de tuer des vies. On doit comprendre que le vol du denier public, c'est exactement comme un médecin qui administre du poison à ses patients. Dès que vous volez l'argent du pays quelque part, sachez que vous êtes en train d'empêcher qu'on construise des hôpitaux, qu'on ait un plateau technique pour bien soigner les gens et que des gens aient de l'emploi. Parce que quand ceux-là vont prendre l'emploi, il faut pouvoir les payer. Et vous êtes en train de tuer l'espoir d'autres personnes d'avoir des financements. De petits financements. Je vais parler de 500 000 tout à l'heure. Il y a des béninois qui ont besoin de 100 000 francs, 200 000 francs CFA, rien que ça, pour lancer une affaire et ne plus déranger ni parents, ni État, et ne plus courir le risque de se retrouver dans des déviances, de se retrouver dans la cybercriminalité, de se retrouver dans le banditisme. Donc voilà, autant de crimes qu'on pourrait mettre indirectement sur le compte de quelqu'un comme lui qui détourne autant de milliards. Mais l'autre question que je me pose, c'est que au-delà de ce procès, il faut bien que on se pose des vraies questions sur comment l'administration des impôts fonctionne, comment pendant comme il a ce n'est pas seulement en une soirée qu'il a ramassé 4 milliards. Alors c'est sûr qu'il siphonnait ces fonds-là progressivement, petitement. Alors comment on a pu stocker autant d'argent à sa disposition sans qu'il n'y ait un autre niveau de contrôle périodique, presque inopiné? Il devrait pouvoir, partout où on met les sous, quand on entasse, je vais utiliser des expressions terre à terre en français facile pour qu'on me comprenne, on entasse de l'argent public. Il faut bien que d'autres personnes viennent pour dire, bon, on veut tout au moins s'assurer que l'argent est là et que le montant qui doit être là est là. On a vu dans ce pays, je ne sais pas si beaucoup de gens s'en souviennent, le procès des frais de justice criminelle. Je crois que il y a beaucoup d'années derrière où on a jugé les magistrats, on a jugé les policiers. Mais j'ai suivi particulièrement ce procès-là, j'étais en position de chroniqueur judiciaire pour un média béninois. Mais j'ai entendu des choses. Et il a été souvent indexé le fait que l'argent produit par les services publics de la justice était entassé là. Mais la justice en avait besoin, mais la loi ne permettait pas d'utiliser. Ceux qui s'étaient permis de l'utiliser se sont retrouvés en difficulté avec la loi. Mais pourquoi au niveau des impôts, on ne pourrait pas mettre des niveaux de contrôle qui empêchent que ces choses-là arrivent? Parce que on a beau juger Douaneau aujourd'hui, il a eu 30 ans, il a copé de 30 ans de prison, c'est vrai, bon, ça nous soulage un peu. Mais si on pouvait éviter que des phénomènes à Douaneau se propagent dans le pays, ça va être une très bonne chose. Alors, est-ce que le gouvernement de la rupture peut se bomber le torse quant à la lutte implacable et non ciblée contre le détournement de deniers publics? Absolument. Le gouvernement, le régime de la rupture du président, et avec à sa tête le président Patrice Talon, peut se satisfaire de dire oui, nous avons véritablement donné la preuve que nous sommes dans la rupture avec les mauvaises pratiques. C'est vrai qu'il y a toujours des postes de résistance, il y a toujours des gens qui sont têtus, qui pensent qu'ils peuvent toujours contourner
dispositifs de contrôle, de suivi qui permettent de détecter plus facilement ces détourneurs de deniers publics. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail psychologique aussi qui a été fait. Le choc, le gendarme s'est installé dans la tête des Béninois. Quand vous gérez les biens publics aujourd'hui, vous faites très très attention parce que on vous dit vous n'avez pas envie de vous retrouver à la criette. Et quand vous vous retrouvez à la criette, même le citoyen lambda peut vous dire que votre peine c'est 5 ans multiple de 5 ans pour ne pas dire 10 ans multiple de 10 ans pour ceux qui comprennent, qui savent un peu quelque chose à la mathématique. Donc je pense que le gouvernement peut donc se satisfaire d'avoir fait de géants pas ou d'avoir fait faire à notre pays des pas géants dans la lutte implacable et non ciblée, vous faites bien de le dire, contre la lutte contre la corruption, parce que aussi bien ceux qui dans l'espace public et politique se disent proches du pouvoir que ceux qui ne le sont pas, il n'y a pas de distinction lorsque vous mettez le grappin sur ce qui appartient à l'État. Et même quand dans le privé vous permettez de distraire, de confondre l'argent de la communauté à votre poche, on s'occupe de vous et puis vous êtes mis hors état de nuire, c'est-à-dire que vous devenez un modèle de personnes conséquemment punies pour que les autres qui sont candidats à ces pratiques-là ne puissent pas continuer. Bon voilà. Après ça, je ne voudrais pas utiliser il y a une expression que je ne voudrais pas utiliser avec vous, que le gouvernement de la rupture peut se bomber le torse de dire non, le gouvernement de la rupture n'est pas d'ailleurs dans son ADN le style de se bomber le torse. Non, le gouvernement, tant qu'il reste à faire, on dit rien n'est fait. Moi je dis, tant qu'il reste à faire, on tient compte de ce qui reste à faire, on se satisfait de ce qui a été fait, on célèbre ça parce que le gouvernement là aussi a besoin qu'on célèbre ses mérites, mais il reste à faire, il faut qu'on en arrive un jour à ce que zéro Béninois décide de mettre le grappin, comme je le dis, sur les deniers publics, et que même dans les foyers, eh bien, l'esprit de la bonne gestion de qui appartient à tout le monde puisse être intégré dans nos subconscients. Merci Julien André Kitty. On aille dans les écoles, dans les maternelles, les primaires, pour pouvoir apprendre aux gens à gérer ce qui appartient à la communauté. Merci à vous Julien André Kitty. C'est moi qui vous remercie, madame. Je rappelle que vous êtes acteur, vous êtes analyste politique. Merci. Merci. Lors des audiences, Carlos Adouano a plaidé non coupable malgré les preuves accablantes présentées par l'accusation, notamment des décaissements sans justification et des transferts de fonds suspects, affirmant n'avoir jamais participé à de telles malversations. Il a affirmé que les fonds manquants avaient été utilisés pour des dépenses urgentes liées aux activités de la Direction générale des impôts, notamment pour le paiement de primes et de prestations. Il a également déclaré que ces décaissements avaient été effectués avec l'accord de sa hiérarchie. Il a par ailleurs révélé que certaines procédures internes de la DGI permettaient des décaissements sans traçabilité formelle, ce qui, selon lui, pourrait expliquer l'absence de justificatif pour les sommes en question. Il a insisté sur le fait que ces pratiques étaient connues et tolérées au sein de l'administration fiscale. Au téléphone, Kazmik Bedio, journaliste et spécialiste des questions économiques. Kazmik Bedio, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Merci de répondre favorablement à notre invitation. Tout le plaisir pour nous. Alors, comment percevez-vous les actes de détournement de deniers publics au Bénin sous le régime Talon? Alors, il faut déjà dire que c'est un phénomène qui a cours depuis des années, pas seulement au Bénin, un peu partout dans le monde. Nous assistons donc à ces cas donc de détournement, nous assistons à ces cas donc de mauvaise gestion des choses publiques, et donc en tout temps et en tout lieu ici chez nous au Bénin, ces genres de pratiques ont toujours cours. Alors depuis 2016, nous avons quand même remarqué une certaine lutte, une certaine peur donc du gendarme, avec donc l'avènement de la Cour de répression des infractions économiques. Aujourd'hui, on peut dire sans courir le risque de se tromper que, en tout cas pour ce qui est des petits crimes, il y a quand même une certaine accalmie, une certaine régression donc en ce qui concerne les statistiques. Au niveau des moyennes, je dirais au niveau de la moyenne en ce qui concerne ces crimes, on peut dire que nous avons quand même battu un certain nombre de records
d'avoir réussi au niveau donc des petits crimes, au niveau des moyennes crimes, mais quant à ce qui convient aujourd'hui d'appeler les scandales à haute intensité donc de CFA, eh bien, je ne crois pas savoir que la Crieta a pu inquiéter les auteurs, sauf quelques cas isolés dont nous pouvons donc citer le cas au niveau de la Direction générale des impôts qui concerne donc le jeune Carlos. Eh bien, nous avons d'autres cas qu'on peut citer. En tout cas, pour ce qui est donc des 8 dernières années en ce qui concerne donc ces crimes, le Bénin a quand même marqué un progrès avec sa justice qui aujourd'hui est aux aguets de ce genre de détournement. C'est à l'actif du Bénin, c'est à l'actif de la justice béninoise, mais c'est aussi à l'actif de toute l'administration qui aujourd'hui ne protège plus ces cadres lorsqu'ils sont impliqués dans ce genre donc, de situation. Alors, Kazmi Pedio, si l'on s'en tient au propos de Carlos Adouanon qui stipule que certaines procédures internes de la DGI permettaient des décaissements sans traçabilité formelle, ce qui, selon lui, pourrait expliquer l'absence de justificatif pour les sommes en question. Il a insisté d'ailleurs sur le fait que ces pratiques étaient connues et tolérées au sein de l'administration fiscale. Dirons-nous que c'est l'administration qui est défaillante dans ces procédures de transactions financières? Vous savez qu'en termes de gestion donc de l'administration, c'est un processus, c'est un processus. Notre pays qui a acquis donc son indépendance en 1960 est donc en permanence dans la mutation à chaque génération. Hier, c'était donc possible, il est venu trouver donc une défaillance administrative il en a profité pour faire donc ce qu'il veut, enfin jusqu'à sa condamnation. On peut donc dire aujourd'hui qu'il en a profité pour faire ce qu'il veut. Mais désormais, les gouvernants qui sont là ne voient plus d'un bon œil ces mauvaises pratiques qui n'étaient donc pas protégées, qui n'étaient donc pas condamnées par les tests, par la réglementation. Aujourd'hui, nous avons une législation qui donc empêche tout ce qu'il a cité. Et donc, je crois que c'est de bonne guerre qu'aujourd'hui, l'administration qui est là puisse taper du poing sur la table. Hier, c'était possible, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que nous avons une administration qui a dû actualiser donc cette tests, qui a actualisé donc la réglementation en la matière, et ce qui est possible hier n'est plus possible aujourd'hui. L'un est au-dessus de la loi. Le pays doit rester le pays. La ceinture de l'État doit rester la ceinture de l'État. Et donc, ce que ces derniers ont fait, il est venu trouver. S'il doit le faire, il doit donc comprendre que sa génération donc n'a plus droit à ces genres d'erreurs. C'est ce que nous avons retenu de ça. On ne peut pas, sous prétexte qu'il n'y a pas de législation qui encadre donc ces genres de pratiques, on ne peut pas donc les transformer en une pratique et dire que oui, il n'y a pas de législation, donc on peut mettre donc la main dans les tests de l'État et en fait ce qu'on veut, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a une législation, les députés ont légiféré et beaucoup de choses ont été corrigées. C'est ce que nous retenons. Donc que cela sert déjà de leçon. Et je crois que c'est beaucoup plus ça, ce procès donc de Carlos. Ça va servir donc de leçon aux jeunes qui sont en train donc de rentrer dans l'administration parce qu'aujourd'hui, l'État est en train d'étoffer l'effectif au niveau de l'administration. Ces jeunes doivent donc comprendre que les choses publiques restent les choses publiques et on ne doit pas s'y aventurer. En tout cas, en ce qui concerne les détournements, la loi reste la loi et peut frapper fort, et très fort d'ailleurs. Alors, est-ce que selon vous, la sentence contre Carlos Adouanon et son co-accusé correspond au crime commis? Je parlerai plutôt de Carlos, son co-accusé, non, je ne parlerai pas d'eux. Carlos, je suis vraiment permis de cette sentence qui, pour moi, ça c'est l'avis du journaliste, c'est l'avis du spécialiste, c'est vrai. Nul n'est au-dessus de la loi, mais je crois que la sentence est un peu trop sévère. Le juge a été un peu trop sévère avec lui. Vous savez, rien ne vaut la vie humaine. Et on doit quand même, à certains moments donnés, on doit savoir raison garder. 30 ans dans la vie d'un individu, je ne crois pas que on puisse blaguer avec. Donner 30 ans à un individu, fut-il jeune, a-t-il 20 ans, 30 ans, quand vous y ajoutez 30 autres années, vous voyez, il est déjà bon pour la tombe, pour ne pas dire qu'il est bon pour la retraite, il est bon donc pour aller faire valoir donc ses compétences dans une maison de pension. C'est pas du tout dénoncer la loi, non pas du tout ça, mais je crois que on doit pouvoir remonter un peu cette décision au niveau de la deuxième chambre pour revoir un peu la sentence. Elle est trop sévère. C'est vrai,
quand on parle donc de ce détournement, ça fait penser à 4 milliards, mais la vie humaine n'est pas résumée à 4 milliards. Un individu ne vaut pas 4 milliards. Est-ce que Carlos peut encore faire dans l'administration? Ce n'est pas en termes de 4 milliards. Donc, moi, je prierais autant, il faut condamner donc ce crime-là, autant aussi il faut demander à nos magistrats de revoir la sentence, de voir ce qu'ils peuvent faire. Pourquoi pas plaider auprès donc de l'exécutif, du premier magistrat de la République, pour qu'il revoie donc cette affaire-là, parce que franchement, moi je ne conseille pas cela. Je ne crois pas que Carlos puisse sortir un jour et qu'il puisse encore avoir la force physique pour pouvoir travailler encore quelque part, parce que il serait carrément au soir de sa vie. Peut-on affirmer que progressivement le gouvernement de la rupture semble combler les attentes quant à la lutte implacable non ciblée contre le détournement de deniers publics? Le cas Carlos va servir beaucoup de leçons à beaucoup de jeunes et d'autres d'ailleurs en termes donc de détournement. Le gouvernement a pu réussir, je l'ai dit tantôt, à freiner un tant soit peu le crime au niveau donc des petites crimes. Les moyennes aussi, on a pu quand même éradiquer, mais la grande crime, elle est toujours là, elle est teigneuse. Il y a de grands noms, de grands détournements aujourd'hui qui sont opérés au sommet de l'État. J'ai pas envie de citer, des dossiers sont au niveau donc de la haute juridiction, le haut commissariat, je crois, pour la lutte contre la corruption aujourd'hui a de grands dossiers de ces personnalités-là qui sont sur la table de la justice et qui sont en étude. On ne peut donc pas dire avec un sentiment de satisfaction que le crime, surtout les crimes donc d'un certain niveau, vous avez vu la dernière fois, on a transporté près d'1,5 milliard à travers donc les villes de Cotonou. C'est pas autorisé par la loi. Et c'est des individus qui l'ont fait. Donc, j'ai pas envie donc de promener donc mon regard à travers donc ces situations. Mais je pense quand même qu'il y a certains qui bénéficient donc de la coupole des politiciens et qui continuent donc pas à commettre donc ces crimes-là. Il va falloir que la rupture puisse également sévir, voir à ce niveau, afin que véritablement on puisse aujourd'hui, pourquoi pas, on a vu par le passé l'année dernière un ministre de la République être désigné meilleur ministre des Finances de l'Afrique. Pourquoi pas en 2025 qu'on nous parle aussi d'un ministre de la Justice qui est le meilleur en Afrique? Pourquoi pas? La chose est possible si véritablement on peut réussir donc ce pari au niveau des grands crimes. Je crois que on pourra donc décrocher les sésames à ce niveau-là. Donc véritablement le chef de l'État, il a fait de pas de géant, mais il reste encore en ce qui concerne donc son entourage, en ce qui concerne l'entourage de certains ministres, de certains cadres hauts fonctionnaires de la République, on doit aussi opérer des réformes à ce niveau-là, afin que véritablement la justice puisse être une des justices des meilleures au niveau de la sous-région ouest africaine. Merci à vous, Kazmi Pédio. Tout le plaisir était pour vous. C'est un secret de polichinelle que le gouvernement de la rupture, depuis son installation en entamé une lutte acharnée contre la corruption. À cet effet, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a été mis en place par le président Patrice Talon à travers la loi numéro 2020-09 du 23 avril 2020. Nous recevons Charles Olivier Atindeou, secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Charles Atindeou, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous représentez l'organe mis en place par le gouvernement pour lutter contre la corruption au Bénin. Alors, quel regard portez-vous sur cette sentence qui a été infligée à Carlos Adorno? Décision juste par rapport à la légalité, juste par rapport à la probité, juste par rapport à l'intégrité, juste par rapport à l'obligation de transparence. Pour tout vous dire, chaque Béninois et chaque Béninois doit se réjouir de savoir que désormais l'impunité n'existera pas et n'existera plus en République du Bénin. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, peut justifier un détournement de deniers publics? Ce qui peut justifier, on le sait, pour certains, nous allons rentrer dans la sociologie de l'être. Qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'une personne
salaire, soit vous allez faire autre chose. C'est aussi simple. Donc, ce qui peut justifier, pour certains, c'est le coût du lucre. Il ne revient pas de refaire toute la sociologie de l'être humain. C'est le coût du lucre. C'est l'envie de, comme certains le disent, et on l'entend, de compléter son salaire parce qu'on le trouve insuffisant. C'est peut-être, c'est la folie des grandeurs. Peut-être que c'est simplement un monde, pour parler comme les anciens, peut-être que c'est une forme d'affection mentale. Voilà, ou d'autres me diraient que c'est un manque de spiritualité, ou c'est un manque d'amour pour son pays. Les causes, le HCPC travaille en ce moment afin de cartographier les risques susceptibles de générer le pacte correcteur. J'ai dit bien générer le pacte correcteur. Je ne dis pas qui génère la corruption, le pacte correcteur. Dans le pacte correcteur, nous avons le corrompu, le corrupteur, un tiers, le facilitateur. Alors, certains estiment qu'il y a une passivité dans les actions menées par le Haut-Commissariat. Que fait concrètement le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption dans ces cas d'espèce? Madame, il me faut, au travers vous, faire savoir à ces personnes-là qui, je vais m'excuser pour le mot, recouverts de quelques ignorances, n'apprennent pas à apprécier les choses dans leur juste valeur. Pourquoi je dis ça? Et je vais encore répéter, le haut-commissaire a prêté serment le 22 juillet. Le premier codir a eu lieu le 30 septembre, alors que la nomination du secrétaire général et du chef de cabinet est passée en conseil des ministres le 25 septembre 2024. Dites-moi, en toute objectivité, à quel moment nous devrions commencer nos codires le 30 septembre 2024? Nous sommes aujourd'hui début février, mais j'ai comme l'impression que tout le monde semble oublier ce qu'on appelle opérationnaliser une institution de l'art organique. Demandez aux techniciens, ils vous le diront. Vous voulez des résultats? Vous allez les avoir. Vous voulez qu'on fasse peur aux corrompus, aux corrupteurs? Vous allez les avoir. Si vous avez même un cahier de charge que je ne connais pas, ou que nous ne connaissons pas, ou ACPC, donnez-nous ce cahier de charge, vous allez voir. Les choses ont commencé à changer, cela va encore changer. C'est pas pour le bien-être du secrétaire général ou du haut-commissaire, même pas pour le chef de l'État, mais c'est pour le Bénin. Et ça, je ne cesse de le répéter, c'est pour le Bénin. Nous devons être fiers de dire, dans 10 ans, dans 20 ans, que nous avons fait quelque chose et que c'est quelque chose à apporter tel résultat palpable, mesurable. Voilà. Concrètement. Alors, peut-on dire que petit à petit, la rupture comble les attentes quant à la lutte implacable et non ciblée contre la corruption? Je pense que la réponse est foncièrement, fondamentalement oui. Oui. Demandez à n'importe qui. Je l'ai encore dit en début de semaine. Vous dites aujourd'hui à un enfant de 7 ans, criette, il tremble. Vous dites aujourd'hui le recul. Tu peux faire ce qu'on faisait hier? Il dit non. Je dis pourquoi? Il dit président Talon, essayez-moi. Non, j'ai entendu le week-end dernier. Concrètement, ça te manque de quoi, concrètement? Ça veut dire que, dans notre pays, contrairement à ceux-là qui choisissent la myopie, on voit des résultats. Les choses changent. Au-delà de percevoir ou d'apercevoir que le pays est en chantier, les hommes commencent à changer. Il est vrai qu'il y a des poches de résistance. Il est vrai que des femmes et des hommes estiment que tant que le pays va exister, elles, eux, vont voler, vont détourner. Et croyez-moi, ces personnes, sans démagogie, ces personnes trouveront toujours en face d'elles nous autres, vous, moi, et tous ces Béninois qui veulent que nous réussissions. Sortez un peu du pays, vous allez voir comment nous sommes respectés pour ce qui est fait. Et pour ce qui est fait, je dis bien pour ce qui est fait. Je pense avoir résumé, je veux dire, ma réponse, je la voulais plus longue, mais on n'a pas le temps. Merci à vous, Charles-Olivier Atindou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général au commissariat à la prévention de la lutte contre la corruption. Merci, madame. Merci.
Cette lourde sanction judiciaire a envoyé un signal très fort dans la lutte contre la corruption au plus haut niveau de l'État. L'affaire a suscité une vive émotion dans l'opinion publique. Une équipe de la rédaction de Guérite TV Monde a promené son micro dans la ville de Porto Novo et environ. Suivez les impressions des populations. Sa condamnation pour moi est à la hauteur du crime commis. Parce que, en tant que jeune, moins de 40 ans, à qui on a confié ce poste, il devrait faire preuve. Il devrait faire preuve de bonne gestion, visant un avenir meilleur. Parce que au Bénin, je remarque que nous n'avons pas la culture de honte. Parce que selon moi, il vient de salir le nom de sa famille. Il porte un nom de famille en tant que jeune. En tant que jeune. Et détourner de cette grosse somme de fonds de la caisse publique, ce n'est pas bien. Donc il mérite bien cette condamnation. Et qu'il y a encore de ces gens de cas dans les administrations qui ne sont pas encore, qui sont cachés. Maintenant, ils sont en train de les avertir de façon indirecte que si, entre-temps, on constate encore, alors là, vous serez sérieusement corsé et puni. Sinon, selon moi, il est détruit. Et c'est lui-même qui a cherché. Très jeune, moins de 40 ans. Tu as la chance d'avoir un concours et d'être dans l'administration publique, encore puis à la direction générale des impôts, en tant que régisseur. Et on t'a confié un poste très sensible. Mais il doit faire preuve de compétence, il doit montrer qu'il est compétent. Il a de l'avenir. Il est pressé pourquoi? Ça, pour moi, c'est être pressé, ça. Ça allait détourner 4 milliards dans le compte de l'État public, c'est pas bon. De l'État, c'est pas bien. Carlos Adorwano, un jeune qui a gâché son avenir en tuant tout le peuple béninois. Vous voyez, celui-là, il est le directeur d'une grande caisse au budget national. Et il est parti avec ses 4 milliards ou 5, je ne sais pas, c'est des milliards en tout cas. Il est parti avec des milliards. Il a fui. Il a fallu qu'on aille le rechercher au Sénégal et le ramener. Vraiment, ce jeune-là, il n'a pas été un exemple pour la jeunesse béninoise. C'est un criminel. C'est un criminel. La condamnation là est exemplaire. Avec son complice. Il s'est fait triander par un faux boconon du nom de Salane ou de je sais quoi. Non, c'est pas bon. Quand le peuple a confiance en vous, le gouvernement a confiance en vous, et place un jeune là, c'est pour que ça puisse marcher. Il a eu certainement de bons diplômes. Il pouvait gérer la gestion financière de la caisse et du trésor. Mais voilà ce qu'il en a fait. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, il mérite. Il mérite même plus que ça. Le juriste fait toujours attention. Parce que les sentences, les sanctions ne s'improvisent pas. Le juge, le magistrat travaille toujours sur la base de la procédure civile ou de la procédure pénale et du code pénal ou du code civil. Ici, nous sommes en matière pénale. Il s'agit d'un détournement d'une importante somme de 4 milliards de francs CFA. Donc la sentence qui va leur être appliquée va être extraite du code pénal. Mais avant d'en arriver là, il s'agit de suivre les instructions de la procédure pénale. Et les avocats sont là pour faire observer la procédure pénale. Donc, a priori, la sentence qui a été prononcée est celle qui doit être prononcée au regard des faits incriminés. Depuis la rupture, il y a des mots d'ordre qui ont été lancés et chaque citoyen est censé observer, faire attention aux deniers publics de manière à ce que les deniers publics profitent à tout le monde et non à quelques-uns. Dieu sait, c'est 4 milliards. C'est plusieurs millions de francs CFA. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, au détriment de la population? Je pense qu'il est temps que nous encouragions l'autorité à punir ceux qui détournent les fonds publics. L'affaire Carlos Adorwano devrait inciter les agents de l'administration à davantage de rigueur et de probité dans la gestion des deniers publics. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite.